Entre nous, l'histoire du Trécarré. Un balado de 10 épisodes présenté par le Moulin des Jésuites de Charlebourg. Je m'appelle Delphine et je vous invite à prendre un ballon, une corde à danser ou un traîneau parce qu'on s'en va jouer dehors. On jouait à tag, puis on jouait à cachette. Puis on était une dizaine certains. Là. Il y avait toute une vie dans ce Trécarré-là. C'est au-delà du passe-temps. Il y a quelque chose de communautaire dans le loisir. On veut former des liens. On n'avait pas d'informatique dans ce temps-là. Le Trécarré est un magnifique terrain de jeu pour les enfants du quartier. Et ce, à toutes les époques. Quand Charlebourg était une banlieue agricole, on skiait dans les champs, on jouait dans les rues, on faisait des pique-niques et des courses. Aujourd'hui, le coin s'est urbanisé. C'est une vraie ville, mais on s'y amuse toujours. Je dis « on », mais pour être plus précise, je parle de Gilles, Denise, Thérèse et Philippe, René, Jean, Suzy, Elphée, Madeleine et tous les autres. Vous les reconnaissez ? Mais oui, ce sont effectivement les résidents du Trécarré. Vous allez rapidement comprendre que certains loisirs n'ont pas beaucoup changé avec le temps. Pour commencer, je vais laisser la parole au couple Gilles Quentin, Denise Paquette. Ils racontent une partie de leur enfance dans le Trécarré. Nous sommes dans les années 1940-1950. Il y avait un poney, un attelage de poney, puis on allait se promener dans les champs de l'autre côté. On aidait à traire les vaches, on aidait à faire des foins. On n'avait pas d'informatique dans ce temps-là. Les jeux dans ma famille, c'était important. On jouait au ping-pong sur la table de la salle à dîner. Tu sais, on se compliquait pas la vie, mais on s'amusait. Et puis, des fois, on s'amusait, on allait devant la maison avec nos bicycles. Il faisait le soleil, puis on déviait le soleil dans la maison, puis on faisait circuler ces murs. Puis chez nous, on habitait au Trécarré, là, au nord-est. Donc, on était le centre d'intérêt pour les enfants autour. Il y en avait des enfants dans ce temps-là. Je te dirais, le terrain de jeu, c'était chez nous. Puis on avait la piscine, puis on a eu le grand carré de sable, puis on a eu un tennis. Puis l'hiver, on avait un bobsleigh. On embarquait plusieurs dans le bobsleigh, on descendait. Puis des fois, on mettait quelqu'un à 80. Puis il lui faisait signe s'il s'emmenait une auto. Puis s'il ne s'emmenait pas d'auto, on passait tout droit. On s'entendait jusqu'en bas du Trécarré. Ça, c'était le bon temps. On faisait une salle en bois, à côté du garage ici. Il y avait 12 pieds de haut. Puis on descendait en train jusque dans le poste à. Puis l'hiver, on se faisait une équipe de hockey. On allait jouer des parties un peu partout. Et puis, on a une salle familiale que j'ai construite. On jouait au badminton, là. Puis l'hiver, on faisait un hockey sur le badminton. Puis on jouait au hockey bottine. J'avais eu un coin de hockey dans le visage. J'avais fait une commotion cérébrale. Si tu regardes le patro, s'il n'y avait pas les pères, il n'y avait pas de patro. Puis j'allais, quand j'étais petite, à l'OTJ. J'ai vu l'OTJ commencer. Mais c'était, je pense, le curé Gauthier. Il fallait que les jeunes fassent du sport. Tu sais, la salle des oeuvres, eux autres, il y avait une salle de quilles. Ils faisaient des parties, puis ils donnaient l'argent pour eux autres, mais pour aussi des jeunes, je pense. Ah, les oeuvres, les soldats du pape, qu'on disait. Mon père et ma mère allaient à la pêche. Puis comme c'était les fins de semaine, il allait pas à la messe. Puis il fallait qu'elle demandait permission au presbytère pour pas aller à la messe. Sans ça, il faisait un péché mortel. On a fait un party, mais là, pour une fois, avec les gars du collège. Et ça, c'était jamais arrivé. Le party a lieu à l'école Albert Ouellet. Mais pour faire ce party-là, fallait absolument que le curé donne son autorisation. Et c'était très sévère. Puis il avait exigé pas de valse. On pouvait danser, mais pas de valse, et il fallait que les parents soient présents. Gilles et Denise ont souligné l'importance de l'Église dans leur vie quotidienne. On en parlait justement dans le 3e épisode du balado. Suivre le rythme de l'Église, qu'est-ce que ça signifie au juste ? Eh bien, si vous souhaitez faire une partie de pêche le dimanche ou organiser une fête à l'école, vous devez demander l'autorisation du curé. Le clergé donne son accord, mais il s'implique aussi dans les loisirs. Il est par exemple à l'origine de la fondation du Patro de Charlebourg en 1948. À cette époque, le patro est seulement pour les garçons. En 1958, les filles ont leur propre patro. Et c'est en 1980 que le patro des filles et celui de Charlebourg ne forment plus qu'une seule entité. Philippe et Thérèse Lefebvre se souviennent de ces moments, ceux passés à sortir le soir ou à aller se baigner dans la rivière du Moulin. On les écoute. Puis quand on était jeune, il n'y avait rien. L'OTG n'existait pas. Fait que là, l'OTG est arrivé, l'OGC. Il y a eu le patron qui a commencé.
Patrouille, il y avait un secteur Sainte-Marie-des-Anges, puis après ça, ça a été construit ici à Charlebourg, c'est à 80, là. Pour ce qui est de moi et mon frère, le plus jeune, là, on passait notre temps au patrouille. On descendait d'un clos l'été pour aller au patrouille. C'était moins dangereux de descendre par les clos, sauter les clôtures. On avait nos sentiers, puis on savait où passer, puis ça allait bien. Le patrouille des filles a été beaucoup plus tard. J'aurais aimé ça y aller, mais j'étais trop vieille. Les grosses sorties, c'était au mois de mai, là, le mois de Marie à l'église, là. On avait peut-être un quart d'heure, 20 minutes. On jasait avec des amis, on allait prendre une petite marche, on avait une course, mais il n'y avait pas grand sport d'organiser. Il n'y avait pas d'autres sorties, ça fait que on n'avait pas de vélo, on n'avait pas de trottinette. J'avais une amie, Marielle, qui avait une bicyclette. Fait que de temps en temps, elle me la prêtait. J'étais toute heureuse. Il n'y avait pas de télévision dans le temps. Je pense que l'année dernière, à Charlebourg avait une télévision. Ça fait qu'on bricolait, puis on jouait, puis on dessinait, puis on s'inventait des histoires. On jouait à tag, puis on jouait à cachette. Puis on était une dizaine certains. Là. Jean-Pierre, Julienne, Yolande, Marielle, Jean-Luc, Guy, les petits bédards après, Luc, puis Jean-Guy, puis Roch, Marc, Michel, en tout cas. On se débrouillait avec pas grand-chose. L'été, il y avait du baseball aussi. C'était plutôt le softball, la balle molle. Puis il y avait des compétitions de balle molle. Parce que le baseball a commencé plus tard, quand la télévision est arrivée. Quand tu travailles sur une ferme, ben, tu t'occupes de la maison chez vous, puis le jardin, puis les animaux, puis ça, avant de sortir. Nos parents nous trouvaient toujours le temps de nous envoyer travailler dans le jardin, cercler un jardin. Puis même ici au moulin, chaque côté de la rivière, là, on avait un jardin. On venait travailler ici pour faire les récoltes pour l'automne, puis c'était tout de l'eau claire, on allait se baigner là, nous autres. Il y avait près une truite de 9 pouces dans la rivière. Il y avait la dame, là, un réservoir d'eau pour faire marcher le moulin. Et anciennement, il y avait une chute à cause de la dame. On s'assoyait sur le bord de la rivière, puis les canards montaient dans la rivière ici, là, puis se laissaient descendre par l'eau. Les 5 plus vieux sortaient le soir, puis il n'y avait pas grand-chose. Il y avait chez Joe Dio, là, à l'arrière de la salle des oies. Puis à 9 heures, au poste de pompier qui était en face du couvent, ça sonnait. Puis là, ben, tous les enfants partaient à la course, puis envoyaient dans la cour, puis ils n'avaient pas le droit de sortir. Il fallait être dans la cour chez eux. C'est qu'ils ne soient pas dans la rue. On connaît le quartier, on sait par où se sauver. L'hiver, les frères faisaient une patinoire, puis tout le monde pouvait s'en servir. Après ça, c'est l'OTJ qui a pris la place avec j'allais des patineurs, ce qu'on appelait le chanté, pour mettre ses patins avant de pas arriver en patin sur les routes de gravelle. Là. C'était pas asphalté, dans le temps, c'était rien de la gravelle. Mais si on voulait patiner, par exemple, quand il y avait une bande de neige, il fallait pelleter. Puis là, ben, un à côté de l'autre faisait comme une charrue, là, puis les autres tassaient. Parce que les spectateurs étaient sur les bandes de neige, ils étaient debout sur les bandes de neige. Dans l'affaire du ski Sainte-Marie-des-Anges, on partait chez nous dans le Très-Carré avec d'anciens skis et des bottes comme à la mode il y a 70 ans. Puis on descendait jusqu'à Sainte-Marie-des-Anges à pied à travers les clos. On traversait à travers les champs, à travers les clôtures. Puis on remontait en fin d'après-midi avec nos voisins, nos amis de jeunesse. Pour les questions d'hiver, on venait glisser ces bandes de neige ici dans le ski sur Henri Bourassa. Parce qu'il y avait des rangées d'arbres, puis ça accumulait à la neige. Il y en a qui trouvent peut-être que j'exagère, mais je n'exagère pas. C'est que l'hiver, on était debout dans la cuisine, puis par le châssis, on voyait le monde passer sur la rue en haut, à 8 pieds de neige. Mon père a déjà eu 12 marches à faire dans le banc de neige pour arriver sur le chemin en haut. C'est compréhensible dans le sens que vous allez n'importe où en campagne, les bancs de neige se ramassent où? Proche des poteaux de clôture, à une grange, un garage, mais autrement, la neige continue. Puis dans le Très-Carré, anciennement, il n'y avait pas de construction en dehors du Très-Carré. C'était des champs à perte de vue. La neige passait direct, mais elle arrêtait où? Ici, à Charlebourg, dans le Très-Carré. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de neige dans le Très-Carré. Il y avait tellement de neige qu'on faisait des tunnels. Nous autres, en face de la maison, chez nous, il y avait le canal. Toute l'eau passait par là, pas seulement que l'eau. Les égouts, ça passait tout en avant de la maison. Ça embarquait des tuyaux de Première Avenue. Mais moi, je l'ai visité, le canal d'égout au printemps. Puis à un moment donné, l'autre, il m'a poussé, puis je suis tombé dedans. Dans le canal, j'ai fait à peu près 500 pieds. Je l'ai fait sous le banc de neige, dans l'eau. Hein. Puis à un moment donné, ils ont dit « Hey, Philippe est tombé dans la rivière! » Puis là, ben, le boulanger, ça donnait à passer chez nous, puis c'était Luc Verrette. Puis là, il m'a vu en passant, il m'a accroché par le collet. Tout ce que j'ai vu, c'est la tête du cheval. Les buttes de neige, le ski, les glissades, les patins, l'hiver est l'occasion de sortir pour s'amuser.
Les jeux sont adaptés à la température et il faut s'habiller chaudement. Même les Français le savent, l'hiver, c'est une spécialité locale. Les sports de glisse et de glace sont des incontournables lors de la saison des flocons. Gilles Marcotte parle un peu plus des loisirs hivernaux dans les années 50, mais également de la nécessité de travailler entre les moments de jeu. Dans les loisirs, il y a eu le patro. Et le patro, moi, je n'y ai pas participé, en fait, étant occupé à la maison. Je travaillais, moi, là, à livrer le pain avec mon père et mes frères. Et à ce moment-là, j'avais moins le temps pour les loisirs. Et en plus de cela, en face de chez moi, sur la première avenue, il y avait un apiculteur qui avait des abeilles. Et avec des amis, à ce moment-là, vers la fin de l'été, on cueillait le miel. Le miel sortait des rayons. Et à ce moment-là, on travaillait à cette chose-là. On a commencé à avoir des loisirs. On s'amusait avec pas grand-chose. On faisait des bonhommes de neige aussi, hein. Au tout début, le tricarré n'était pas nettoyé, alors on pelletait. Il n'y avait pas beaucoup de circulation. Il y avait des courses de chiens qui passaient sur la première avenue. C'était pas là, comme aujourd'hui, les sports si bien organisés et tout, là. On avait des vélos et on se promenait un peu partout en vélo. C'était nos loisirs. La salle des Zouaves, où il y avait du billard. Par après, il y a eu des quilles. Alors, j'étais même planteur de quilles à ce moment-là. Ça nous donnait 5 sous par partie pour planter les quilles. C'était pas automatique dans ce temps-là. Puis, à la salle paroissiale, il y avait des activités. Il y avait le cercle des fermières qui avait des expositions à chaque année. Puis, il y avait des bingos aussi à ce moment-là. Ça fait qu'on jouait, on s'amusait un peu avec c'était notre loisir à ce moment-là. Planteur de quilles, livreur de pain, apiculteur à 16 heures, Gilles était un jeune homme bien occupé. Il a brièvement mentionné les activités offertes à la salle paroissiale. Construite en 1925 à la demande du curé Godbout, elle sert de salle de réunion pour le conseil municipal. C'est aussi la salle de spectacle, d'exposition, qui accueille les événements agricoles, des concerts, des pièces de théâtre, des congrès et toutes sortes de célébrations. La ville de Charlesbourg en devient propriétaire en 1974 et la loue désormais à des organismes socioculturels. C'est aujourd'hui la salle Pierre-Garron. Je vais maintenant donner la parole à Gérard Cloutier. Né dans les années 1930, il conserve de nombreux souvenirs des différents jeux auxquels il jouait lorsqu'il était enfant. On pouvait jouer là, dans le train rue du Trécarré. On jouait au drapeau. Après ça, on jouait à balle. On jouait à canne à tomate. C'était comme un jeu de cachette, ça. On jouait à la tag. On s'en faisait des jeux. On pouvait jouer avec un cerceau de fer à peu près une grandeur d'une dizaine de pouces, avec un bâton pour le pousser puis l'emmener un peu partout. C'était des affaires aujourd'hui. Ça n'existe plus, là. C'était le fun pareil, ça. Puis la balançoire à cordes. On aimait ça, on se faisait des balançoires à cordes. Ah oui. On se faisait des cabanes. Avec des bouts de planche, on ramassait des affaires. On s'organisait là-dedans. On se dépannait avec ce qu'on avait, là. Imaginez-vous que je me suis fait une grande roue. Avec 2 poteaux, à peu près 10 pieds de haut. On donnait un allant, là. Ça tournait pas tout seul. C'est nous autres qui donnaient un allant. Aïe, c'était le fun pareil, ça. Tu montais en haut, puis tu redescendais, puis tu montais en haut, puis tu redescendais. Aïe, ça c'était intéressant, cette grande roue-là. Ça, c'est moi qui l'ai fabriqué. Bon, j'avais peut-être 15 ans. Aïe, ça, j'ai aimé ça. Et puis, on s'était fait une petite voiture avec 2 roues, puis un petit banc, puis 2 petites manoirs, puis on attelait le chien là-dessus. Le chien nous emmenait un peu à différentes places. On aimait ça. Et puis, il fait des tacos, des brancards en bois, avec une décoration, puis un modèle de taco, là. C'était des pédales ou des affaires de même, mais on l'a pas dans la rue. On s'amusait avec ça. Les petites voiturettes, là, les petites express d'enfants, là, qu'on prenait, les bicycles à des gros roues, là. C'était notre temps. C'était notre époque. Quand arrivaient les premières neiges, on avait des traîneaux. Là, après l'école, à tous les ans, c'était pareil. On prenait notre traîneau, puis on s'en allait. Vous savez, là, dans le coin, là, ça descend. On glissait. Il n'y avait presque pas d'auto. Fait qu'on glissait, puis on glissait. Puis on avait du fun. Hey, c'était que c'est qu'elle allait plus vite, hein? Et puis, il y en a qui n'aimaient pas ça. Puis ils mettaient de la cendre. Ils mettaient de la cendre de poêle dans le côte. Des traverses d'eslave de poêle, là, comme ils vont mettre des 2 clouteux pour les arrêter les chars. Puis là, en descendant, hey, ça breakait. Ils voulaient pas nous voir. Oui. On pouvait passer une période, aller jusqu'à temps qu'il fasse noir, on glissait. Des bons souvenirs de ça. Il n'y avait pas de surveillance tout le temps comme ça. Oh non. Quand on était jeune, là, on chauffait au bois.
faut la rentrer le bois qui avait été préparé durant l'hiver précédent. Ça veut dire qu'on pouvait rentrer du bois tous les jours, hein, en arrivant de l'école. Puis à part de ça, quand on a eu un peu plus âgé, on travaillait à la ferme, hein. Les jeux, là, c'était moins souvent. Pas mal moins souvent, là. S'il y avait des travaux, là, il n'y avait pas de jouage. Fait que quand il arrivait le soir, là, on était fatigué un peu, là, on s'assisait, puis la journée était faite. Vous l'aurez compris, toutes et tous se souviennent des jeux d'enfance dans le Trécarré. La cachette, le saut à la corde, le hockey, le traîneau. Il semble évident que les gens d'ici se sont beaucoup amusés. Je souhaiterais tout de même apporter un éclairage professionnel sur le sujet. Catherine Tourangeau est avec moi aujourd'hui. Elle est historienne, spécialiste de l'histoire culturelle, l'histoire de la vie de tous les jours. Bonjour Madame Tourangeau. Bonjour! J'aimerais que l'on discute aujourd'hui de l'évolution du loisir qui fait partie de votre champ de recherche. En écoutant les témoins, on peut se dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de transformations au fil des années. Faire du vélo, prendre des marches, jouer avec des amis. Mais j'aimerais vous entendre là-dessus. Est-ce qu'il y a eu une évolution du loisir au Québec? Oui, en fait, il y a eu des transformations très, très massives dans la perception des loisirs et dans aussi l'accessibilité aux loisirs. On voit l'apparition notamment du tourisme à la fin du 19e siècle, aussi du sport, qui a un impact majeur dans la vie de tous les jours. Au début du 20e siècle, le loisir est surtout l'apanage des classes très aisées, mais sous l'effet du travail des syndicats, même les journaliers vont commencer à avoir accès à de plus en plus de journées de congés. On commence à avoir accès aux congés payés à partir de 1946. Le clergé, pour ce qui est des communautés canadiennes françaises, si on est dans la région de Québec, c'est vraiment ça, va être le premier à vraiment s'intéresser aux loisirs. On va mettre sur place, par exemple, des parcs. Et la création de parcs, par exemple, de terrains de jeu, bien ça, c'est très, très payant pour les classes ouvrières, justement, parce que ça ne coûte rien. Donc, on n'a pas besoin d'inscrire les enfants à des clubs sportifs ou quoi que ce soit. Ils peuvent aller jouer dehors. On voit déjà, au début du 20e siècle, des clubs de crosse, des clubs de baseball, des clubs de hockey, bien sûr, de golf. Tout ça se développait un petit peu partout au Québec. Ça va être de plus en plus organisé. À partir du milieu du 20e siècle, les années 1940-1950, certainement, tout le monde a accès à des formes de loisirs. Avec le baby boom, on a besoin de plus en plus de loisirs pour les enfants. Et à partir des années 60, là, on a un ministère de l'Éducation qui est créé et on a cette notion selon laquelle l'éducation physique doit être prise en charge par les écoles. Donc, ça doit faire partie du cursus scolaire. Et à ce moment-là, c'est vraiment l'État qui va prendre ça en main plus tôt que l'Église. Et la définition du loisir a-t-elle aussi évolué dans le temps? Qu'est-ce qu'on peut considérer comme étant un loisir? L'idée du loisir, à la base, c'est en partie une façon de se distancier des classes sociales inférieures pour les classes sociales supérieures. Donc, il y a quelque chose d'affirmation vraiment d'appartenance à une classe, mais c'est au-delà du passe-temps. Il y a quelque chose de communautaire dans le loisir. On veut former des liens, on veut bien s'intégrer dans son quartier, dans sa société, dans sa ville. Un loisir n'a pas besoin d'être très organisé puis d'être codifié pour être un loisir. Aller à la pêche, c'est un loisir et c'est pas nécessairement super organisé. Tant que c'est un temps qui n'est pas consacré à l'étude pour les enfants ou au travail, on peut considérer ça comme un loisir. Il y a eu aussi une notion de plaisir. Là-dedans, il faut que ce soit une activité qu'on choisit de faire parce que c'est plaisant. Puis on se rappelle, on a encore on se bat pour la semaine de 60 heures au début du 20e siècle. Là. Donc, on est encore loin des longues périodes de loisirs. Cette notion de plaisir, on la comprend bien en écoutant les témoins du Trécarré. Ce sont de très beaux souvenirs qui sont ressortis des entrevues. Entre les glissades dans les rues et les égouts à ciel ouvert, pensez-vous qu'on surveillait moins les enfants à l'époque? Il y a une genre de désinvolture, effectivement. On est aussi vraiment dans le baby boom. Donc, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup des enfants. Donc, il y a cette notion-là il faut que les enfants jouent dehors, il faut qu'ils se fassent mal un peu. Puis, ça fait partie du développement naturel, puis c'est normal. Puis aussi, cette idée de si on veut faire des bons adultes efficaces et productifs dans la vie, bien, on ne peut pas les couver trop. Il y a des côtés positifs, des côtés négatifs à ça, puis ça va changer beaucoup quand même, là, dans les années 70, dans les années 80, 90 surtout. Vous avez soulevé tout à l'heure le point du clergé qui, vers le début du XXe siècle, s'intéresse de plus en plus aux loisirs et au sport. Pouvez-vous nous en parler un peu plus? Est-ce qu'il y avait des éléments qui n'étaient pas convenables pour l'Église?
Ce qui va être le plus important pour le clergé, ça va être l'aspect moral. Donc, on va se mettre éventuellement à encourager le sport, mais toujours sous la surveillance du curé, de l'Église, là, bon, pas très loin. On va vraiment choisir les loisirs qui ne sont pas en contradiction avec la foi chrétienne, avec les valeurs chrétiennes et qui peuvent être contrôlés aussi. Il y a certains loisirs, le vélo par exemple, ça pose problème, surtout quand c'est des femmes. Le fait qu'elles portent des pantalons, on trouve ça bien épouvantable. En parlant de limites et de contrôle, M. Lefebvre et plusieurs autres témoins se souviennent de la sirène des pompiers qui résonnait à 21h dans le Trécarré, annonçant le début du couvre-feu. Une telle pratique était-elle répandue ailleurs au Québec? C'est intéressant parce que oui et non. Donc, on a vu des couvre-feux à certains moments dans l'histoire du Québec, surtout dans les moments de crise. Par contre, ça n'a jamais été des couvre-feux totaux. En général, ça cible une population. Par exemple, pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 1940, on a un couvre-feu qui vise surtout les jeunes personnes, pas nécessairement seulement les enfants, beaucoup les adolescents aussi. L'idée n'est pas tellement de les protéger eux-mêmes, mais de les protéger contre eux-mêmes, si on veut, donc de protéger leur moralité pour s'assurer qu'ils soient à la maison à une heure respectable. Et c'est très souvent la sirène de pompier qui est utilisée comme symbole là, du début du couvre-feu. Ainsi, les moments de loisirs étaient encadrés, restreints à certaines occasions. On a aussi entendu Gilles, Philippe et Gérard parler de leur travail l'été, souvent à la ferme, qui limitait leur temps de loisirs. La vie semblait rythmée par les saisons, du moins à la campagne. En campagne, on a une période de grand travail l'été, puis une période où on est plus en mode loisir, en mode repos pendant l'hiver. En ville, on n'a pas la même contrainte saisonnière. Donc, le loisir tend à être plus répandu dans la semaine, à des petits moments précis à tous les jours ou la fin de semaine. Une des grandes différences entre la campagne et la ville, c'est saisonnier. Évidemment, au cours du 20e siècle, cette différence-là va tendre à s'amenuire. Merci Madame Tourangeau. Nous allons écouter d'autres témoignages et je reviens vers vous dans quelques instants. À tout de suite. Après avoir discuté avec des personnes formidables qui ont connu le Trécarré à l'époque où les terres agricoles dominaient dans le paysage, je souhaiterais vous présenter le quartier à travers les yeux d'une résidente née dans les années 1970. Suzy Caro n'a pas connu le couvre-feu de 21h pour les enfants, ni même le travail dans les champs, mais ses loisirs au Trécarré sont tout aussi mémorables. Écoutons son témoignage. Le parc Sacré-Cœur, c'est l'emblème de mon enfance dans le Trécarré. C'est là que j'ai appris à faire du vélo, c'est là que j'ai joué, c'est là que on amenait nos poupées là-bas, on faisait des roulades, puis des petits cours de gymnastique, on disait, puis on faisait des pique-niques aussi. Donc c'était là, on jouait énormément dans le parc Sacré-Cœur, puis même avec d'autres amis, des petites filles de mon âge, on faisait semblant que le parc Sacré-Cœur était un château, puis là on avait chacun nos appartements de chaque côté, il y a comme des bancs, alors c'était vraiment le fun, là. L'hiver, on glissait. Dans le parc Sacré-Cœur, moins l'hiver, mais il y avait tout le temps le déneigeur qui faisait une grosse butte de neige dans la cour de l'immeuble à logement où j'habitais. Donc, on allait glisser là. Puis, un peu plus haut, il y avait M. Quentin qui avait fait une énorme glissoire en bois. Alors, on pouvait glisser, puis ça descendait, là. C'était bien sympathique. On allait au parc de la commune aussi, puis justement, on faisait des courses. On allait au parc de l'école Saint-Charles, bien sûr, se balancer. Fait que les loisirs, c'était ça. C'était beaucoup le vélo. On se faisait des épées avec des branches d'arbres. Puis là, nos parents fumaient toutes, ou à peu près. Fait que là, on prenait des vieux paquets de cigarettes, puis on les découpait en forme de manches d'épée, si on veut. Puis on collait ça après la branche d'arbre. Mais tu sais, on rentrait, quand il commençait à faire noir, là, c'était pas... Je me souviens pas que ma mère m'ait dit « Ah là, t'as dépassé l'heure ». Je me souviens avec un de mes jeunes oncles qui venait passer ses étés chez nous. On avait décidé qu'on attraperait des oiseaux, donc avec un petit bac à vaisselle rond, un petit bâton, puis avec du pain, puis on se disait que quand l'oiseau arriverait pour manger le pain, on tirerait sa corde pour que le bac à vaisselle tombe sur l'oiseau, on ne l'a jamais attrapé, tu sais. On allait flâner aussi au Carrefour Charlebourg. On allait à la bibliothèque aussi. Sinon, à mon souvenir à moi... La bâtisse qui a été rénovée récemment, là, si je me trompe pas, ça a été un club vidéo, ça a été une arcade, ça a été un centre jeunesse emploi. Mais oui, ça s'appelait le Vidéo Bob, je me souviens.
Alors, on allait louer des cassettes la fin de semaine. Au secondaire, c'était plus du placotage, là. Tu sais, on se promenait entre amis. En secondaire 1, j'ai eu ma première disco dans le gymnase de l'école Albert Ouellette. Juste en face de chez Bourbeau, où les chocolats favoris, il y avait une bâtisse qui s'appelait le Fond de cour. Et ça, c'était un bar 12-17. Évidemment, c'était sans alcool. Moi, je suis pas allée parce que j'étais déjà majeure. Ça s'appelait le fond de cour, puis c'était dans le fond de la cour, justement. Mais c'était surtout ça. Ils dansaient, ils placotaient. Là, les jeunes se réunissaient beaucoup, beaucoup là. Donc, les gens allaient là avec leurs petits scooters. Puis, et ça fermait, je pense, à minuit, là, si c'était pas très tard. Là. Sortir dans les bars le soir. Plein de moments marquants s'y sont déroulés. Le Trait-Carré a été l'hôte de quelques endroits pour aller prendre un verre. Le plus inusité est très certainement le bar du couvent des Sœurs du Bon Pasteur. Oui, ouvert pour quelques jours seulement, les profits de la vente de bière ont servi à financer leurs bonnes œuvres. Il y a eu aussi le Central House, une buvette qui servait à boire uniquement à ses membres afin d'éviter de payer certaines taxes. Plutôt cocasse. Le Trait-Carré regorge de petites anecdotes et de recoins enchanteurs. Encore aujourd'hui, c'est le théâtre d'une foule d'activités et de jeux pour petits et grands. Elfe-et-Genet vit dans le Trait-Carré, lieu qu'elle chérit grandement. Proche de ma maison, il y a une espèce de passage secret où il y a aussi un parc très proche, là. Puis ça amène jusqu'à une maison qui ressemble un petit peu au Moulin des Jésuites, là. Puis on va au parc à côté qui est juste à côté de l'école. Puis c'est comme tout le monde à l'école le connaît, ce parc-là, donc on se rejoint tous là. Dans le parc de la commune, ou le parc de la bibliothèque, puis souvent dans les parcs aussi, c'est hot. Sinon, il y a sur le tas de la bibliothèque, c'est hot aussi. Puis souvent on marche, puis on va jouer dehors, puis des fois dedans. Si des fois ils viennent dans ma cour. Souvent à tag, à cache-cache, sinon c'est on essaie de trouver des objets, puis on va manger dans ma piscine. On nourrit aussi les animaux qu'on a chez nous. Il y a souvent des concerts ou des personnes qui invitent des stars, des personnes qui font de la musique, des groupes de musique. Puis c'est vraiment proche de chez nous, c'est nos voisins là qui font ça vu qu'ils ont une grande cour, puis ils ont une espèce de une scène pour qu'ils se produisent là. Puis souvent on y va avec ma famille, puis c'est hot d'y aller parce que c'est ça, c'est de la musique, puis c'est cool. Des fois ils mettent des films. Mais sinon, c'est ça, on se trouve des endroits pour jouer, puis faire des batailles de boules de neige, puis c'est quand même hot. À présent, remontons un peu dans le temps et retournons dans les années 1950. René Cloutier a grandi dans le Trait-Carré. Il a joué dans le quartier alors que les rues n'étaient pas encore pavées et qu'il y avait très peu de circulation. Il nous partage ses souvenirs. Notre terrain de jeu, c'était la rue. On jouait à la cachette, au drapeau. On jouait aux quatre coins. Alors ça, c'était populaire. Puis quand on était passé, on jouait aux trois coins parce qu'il en manquait un. L'hiver, on se faisait des glissades de neige, on glissait même dans les rues, mais il n'y avait pas beaucoup de voitures, mais c'est quand même dangereux, il faut pas se le cacher. On faisait du ski de fond dans les champs. On allait aussi faire du ski sur la montagne des Roches. Montagne des Roches, pourquoi? Parce qu'il y avait des roches. C'était notre tremplin. On faisait des sauts à ski à partir de ça. On n'avait pas de casque protecteur. Là. La montagne des Roches, ça correspond aux terres qui sont derrière Coop IGA maintenant. Il n'y avait pas de télévision au début, ce qui m'a permis d'écouter la radio. Il y avait des bonnes émissions culturelles, surtout à Radio-Canada, moi. Écoutez, j'avais 7, 8 ans, 10 ans. Ça m'a permis quand même d'apprendre beaucoup avec la radio. Après ça, c'était la télévision. Et le vendredi, c'est après-midi, et puis le soir pour les adultes, il y avait la projection d'un film, un film religieux. C'était en première année ou deuxième année, 50-51. Je n'avais jamais vu de film, il n'y avait pas de télévision. Je ne savais pas ce que c'était un film. Alors, je suis allé à la salle paroissiale, on présentait Monsieur Vincent. C'est un chef-d'œuvre du cinéma français. Les premières images du film de Monsieur Vincent, ce sont les mousquetaires. Et j'étais au premier rang, j'étais tout petit. Et donc, je vois les chevaux arriver, mais j'ai pensé que les chevaux allaient sortir de l'écran et tomber sur moi. Je me suis mis à pleurer, je suis allé me réfugier dans les bras du curé, qui m'a confié à la voisine pour me ramener à la maison. Alors, j'ai pas vu la fin du film. Donc, la vie était animée. La salle paroissiale était le centre de la vie culturelle. On présentait des opérettes, on présentait des pièces. Alors, à l'été, moi, je lisais. Il y avait aussi beaucoup de pique-niques. Hein. Ça, c'était le samedi, surtout le dimanche, en fait. Et puis, je jouais avec les voisins, évidemment, les voisins, les voisines.
De chaque côté des rues, il y avait des fossés où se vidait le trop-plein des puisards. Chacun avait son puisard. Il n'y avait pas de... L'aqueduc est fait en 56-57. Le réseau d'égouts, c'était à l'extérieur, à l'externe, avec toutes les odeurs que vous pouvez imaginer. Et puis, dans la rue, il y avait beaucoup d'enfants. Alors, dans la rue, chez nous, il y avait aussi toutes sortes de jeux, des courses de tricycles, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient des bicyclettes. Puis, une année, il y en avait un qui avait eu l'idée brillante de faire la course avec un sac de papier brun sur la tête. Ben, évidemment, il a raté la rue, puis il est tombé dans le fossé de la tête aux pieds. Ah. Et ben, à chaque année, il y avait un enfant qui tombait dans le canal. C'est une autre époque. Pensez qu'il y avait si peu d'automobiles au point de faire des courses de tricycles dans les rues. Certes, il y a bien plus de voitures aujourd'hui, mais le quartier a conservé son charme et son atmosphère paisible. Le dernier témoin que j'aimerais vous faire entendre dans cet épisode est Jacques Garon. L'ancienne salle paroissiale, la salle Pierre Garon, a été nommée en l'honneur de son père, artiste très impliqué dans sa communauté. Jacques se souvient de ses pièces de théâtre et de plusieurs autres activités qui se déroulaient dans le quartier. Écoutons-le. Le patro, ça a été très important pour nous autres à un certain âge. Rencontrer du monde qui venait d'un peu plus loin. Charlebourg-Ouest, Charlebourg-Est, de Gros-Pin, puis toutes ces places-là. C'est sûr, parce que là, des patrons, il n'y en a pas partout, alors là, il y a plus de monde. Puis j'ai fait, à l'époque, du théâtre au patron aussi. On montait des spectacles d'humour, mais on se moquait un petit peu de nos amis, des gens, ben, c'était drôle. Puis j'ai refait maintenant du théâtre et j'en fais encore comme adulte, la salle Pierre Garon, chaque année. Mon père a fait du théâtre aussi à la salle paroissiale. À un moment donné, j'avais une photo de lui habillé en prêtre. J'étais plus jeune. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, papa, il a déjà été dans les ordres avant. Tu sais. Non, elle dit, il jouait Notre-Dame de la Mouise. C'est une pièce. C'est lui qui mettait en scène, mais il jouait aussi dans ses pièces. Mon père, lui, faisait de la peinture. Alors, des tableaux, là, on a vu faire ça, ces tableaux-là. Chez nous, tous les vendredis soirs, il y avait des peintres qui se réunissaient pour faire des tableaux. Tout le monde était autour de la table. Mon père avait une pièce pour travailler. Mais, étrangement, son endroit de prédilection pour peindre, c'était la cuisine. Parce que dans la cuisine, il y a beaucoup de monde. Puis maman est là, tu sais, à travers. Mais mon père était capable de peindre dehors. Il s'installait là, il était dans le champ. Mon père jouait du violon. Ma mère était une musicienne. Puis ma grand-mère, elle, s'occupait d'une chorale. C'est dans notre ADN pas mal. C'est ça qui nous forme. Fait que j'ai vécu là-dedans. C'est la première avenue, dans le Tré-Carré. Quand on était petits gars, on avait du cinéma le samedi. Ils remplaçaient cette salle-là, il y avait 300-400 jeunes là-dedans. Là. Ils pactaient ça le samedi puis le dimanche. Puis là, ils allaient louer des films. Toutes sortes de films, dont des fois des bons westerns. Puis il y avait une grosse machine à vue parlante, là, tu sais. Puis il était installé dans le milieu de la salle à peu près, puis il y avait des écrans. Je pense que ça coûtait 10 cents. Ça aidait à payer la location de tout ça. Puis c'est mon père qui organisait ça, alors ça marchait bien quand la TV n'existait pas dans toutes les maisons. Mais je me souviens d'avoir vu quelques bons films. Et puis chez nous, mon père apportait la machine chez nous, puis tout ça. Alors des fois, on trichait un peu, puis on regardait le film chez nous le soir. Des fois, on voyait le film 3-4 fois, mais ça on aimait ça. Dans le Tré-Carré, les jeunes, à l'époque, ça s'ennuyait pas. L'été, évidemment, c'était la période. Chaque saison avait ses jeux. Mais évidemment, il y avait plus de variété en été. C'était plus facile à organiser. Puis là, on se cachait, hein, il y avait de la place, on connaissait tout le coin. On avait l'espace, là. Puis avant qu'on trouve tout le monde, là, puis on était une gang à jouer à ça. Des fois, on était une quinzaine. Des fois, on montait même dans l'arbre. Ça, les parents aimaient moins ça parce que quand on foutait le cœur en bas, ça pouvait être dangereux. À un moment donné, il y en a qui se sont mis à avoir des piscines. C'était rare, mais quelqu'un avait des piscines. Alors, on allait se baigner là. Quand on était jeune, on avait des carabines à plomb, des Daisy. Tout le monde, tous les petits jeunes avaient le carabine à plomb dans le Tré-Carré. Mon père nous avait acheté ça, j'avais 11 ans. Les lunettes de plastique, ça commençait dans le temps, vous mettez ça. Que j'envoyais pas un viser quelqu'un, il y a la paire définitive. Puis on se faisait des cibles en arrière de la maison, il était en briques, puis on avait beaucoup de plaisir avec ça. Puis on allait aussi à la chasse aux rats avec nos petites carabines. Là, il y avait des petits pétards, puis ils étaient tous attachés ensemble. On pouvait les démancher un par un. On l'allumait, on tirait sur la paf! Mais il y en avait des gros de même. Ça servait à faire les niaiseux pour prouver qu'on était braves, mais un peu imbéciles. On le tenait, on
On l'allumait. Et jusqu'à quand la mèche arrivait au bout, là, on le lâchait, puis ça faisait paf! Celui qui t'a fait le plus longtemps. Puis il y avait la fameuse côte qu'on appelait la côte Saint-Mars, évidemment. On les faisait en bicycle ou en trottinette. Puis les roues, c'était pas des roues, c'était des bearings de roues. Ça menait un train d'enfer. On s'était mis un frein en arrière qui était un morceau de cuir que le cordonnier Pajot nous donnait. Pendant la côte Saint-Mars, là. Des fois, on prenait des courses là-dedans, mais quand on tombait là-dedans, là, les genoux étaient écorchés. Là, on allait avoir un moment. Mais il pouvait se faire mal. C'est rien, on prenait le risque. Mais les parents aimaient moins ça, mais on leur disait pas qu'on allait faire ça, nous autres. Mais malgré tout, il n'est pas arrivé beaucoup d'accidents, tant que ça. Les vacances d'été, ça, c'était quelque chose. Les vacances des fêtes aussi, c'était long dans le temps. On commençait le 22 décembre, puis on allait jusqu'à la fête des rois. Alors là, ça, c'était des vraies vacances. Alors là, on se faisait des glissades, il y avait de la neige en masse. Imaginez, il y avait des autos, là. Alors, on envoyait quelqu'un dans le bas qui vérifiait les autos, puis c'était souvent glacé, puis là, ça faisait des bonnes glissades, là, tu sais, fait qu'on se faisait du plaisir. Puis, l'hiver, on jouait au hockey dans le chemin aussi, dans les rues du Trécarré. Dans ce temps-là, il y avait des chevaux encore. Alors, à un moment donné, les chevaux, quand ils passaient dans le chemin, ils faisaient des belles petites boules de temps en temps. Alors, c'était ça nos rondelles quand on n'avait plus. On appelait ça une garnotte, tu sais. Des fois, on faisait nos buts avec ça chaque bord. Évidemment, quand on tombait à la face dedans, c'était moins drôle. Mais on oubliait ça vite. On se plaignait pas beaucoup. Il y avait plus de risques avant, c'est sûr, un peu. Aujourd'hui, on fait attention, puis c'est correct, là. Mais dans ce temps-là, nous autres, on avait toutes sortes de patentes quasiment pour se casser la margoulette, mais ça arrivait pas trop souvent. Et puis après ça, on a eu la télé. Mais c'est pas tout le monde qui l'avait, alors on allait écouter la télé chez le petit voisin. Mon père disait, c'est pas fameux pour les études, ça. Ça doit déranger, ça. Et à l'heure du souper, un petit peu avant, il y avait Walt Disney. Puis là, on regardait ça, nous autres là. Puis là, la mère, elle nous appelait. Il fallait pas revenir en retard pour souper. Et puis quand on arrivait en retard, il y avait la fameuse phrase fatidique. Mon père ou ma mère disait, je t'ai appelé tout à l'heure, t'es pas venu, j'ai démonté la table. Là, le souper, c'est serré, il y en a plus. Puis tu vas passer en dessous de la table, tu souperas pas. Et toi, ça, c'était la chose la pire. Alors, les fois d'après, quand ils nous appelaient, là, on y allait. C'était fait avec amour, parce que dans la soirée, là, ils nous sortaient un petit peu quelque chose à manger avant de faire dodo, parce que c'est difficile de dormir le ventre vide. Puis là, finalement, on a eu la télé. Puis là, on écoutait la télé. Puis il y avait beaucoup de western, dans ce temps-là. Et puis il y avait des beaux revolvers chromés. Ça fait que nous, nos parents, ils nous achetaient ça. Le foulard dans le cou, les chemises, le chapeau de cow-boy, tout ça. Fait que tout le petit coin s'équipait comme ça. Puis là, on jouait au cow-boy. Il n'y a personne qui s'ennuyait. Puis aussi, chez moi, on regardait un peu les téléthéâtres de Radio-Canada, qui se faisaient à cette époque-là en direct. C'était un peu comme du cinéma, si on veut. Puis les soirées de boxe le vendredi, ça, on écoutait ça avec mon père. La boxe, là. C'était toujours un sport qu'il a aimé. Mais il aimait pas ça quand nous, on boxait. À un moment donné, découvert des gants de boxe. On s'était fait un ring de boxeurs. Puis on se frappait sur la margoulette, avec ça, ces gros gants-là. Parce qu'à un moment donné, il y en a un, puis c'est moi qui y avais donné le coup, mais c'était pas voulu. Je l'ai frappé sur le piton, comme on dit, puis il est tombé par terre, puis il était dans les vapeurs. Puis là, sa mère est sortie. Quelle sorte de jeu de fou que c'est ça? Fait que les gants de boxe ont disparu. Mais on a trouvé d'autres choses. Il y avait la lutte. C'était pas vraiment des coups, c'était des prises. Donc la boxe, c'était vraiment ce que mes parents aimaient le moins parce que c'est la tête. Ça ébranlait le cerveau un peu. Alors ça a pas duré longtemps, ce chapitre-là. Mais on était surveillés, mais pas tant que ça, parce que tout le monde se connaissait. Tout le monde surveillait un peu tout le monde. Alors on avait une cour de jeu qui était immense, c'était le Trécarré. Alors tout ça, ça a été toute une vie dans le Trécarré. Je me souviens de tout ça, toute cette époque-là. Belle époque de ma vie. Je suis de nouveau en compagnie de Catherine Tourangeau pour terminer l'épisode. Cette fois-ci, nous allons aborder l'ère médiatique, en débutant avec la radio. René Cloutier et Jacques Garon en parlent dans leur témoignage. Sa place dans la maisonnée est marquante.
Bien, c'est sûr que l'arrivée de la radio, un petit peu comme l'arrivée du journal, on pourrait dire, des siècles auparavant, a un impact très important sur l'accès à l'information. Donc, on va se retrouver en famille autour du poste de radio, autour du poste de radio du voisin pour entendre les nouvelles importantes, aussi pour partager certains loisirs. Donc, on peut penser aux radioromans qui ont commencé à émerger, qui ont eu énormément de succès et qui ont donné une sorte de récit national d'une certaine façon. Il y a un effet très unificateur avec la radio qui n'y avait pas nécessairement auparavant avec les autres médium, surtout dans une population qui n'est pas si alphabétisée que ça, qui ne va pas nécessairement lire le journal si régulièrement que ça. Donc, on a quelque chose de très démocratique et de très unificateur à la fois avec la radio. L'impact est-il semblable avec l'arrivée de la télévision? C'est un petit peu la même chose, on va encore plus loin, mais en plus, on ajoute le visuel à l'audio. Donc, toutes ces voix qu'on entendait à la radio, ben, on n'a plus besoin de les imaginer dans sa tête, on les voit vraiment. On va clarifier précisément c'est quoi le mandat de Radio-Canada qui est très éducatif. Mais donc, il y a quelque chose de très lié à la culture, à l'identité canadienne-française, à l'identité québécoise qui va se développer. Puis on a une première vraie culture de masse aussi qui va se développer par l'entremise de la télévision. On parle de culture de masse, on parle de télévision, on pense très vite au cinéma. Comment se déroulent ses débuts au Québec? Alors, le cinéma arrive au Québec en 1906. C'est un succès populaire immédiatement. Donc, la population est très pro-cinéma. On va se ruer dans les salles de la même façon qu'on le fait aux États-Unis, qu'on le fait en France, qu'on le fait en Angleterre. On est dans vraiment le cinéma muet, là, en noir et blanc, les très, très courts films. L'Église, par contre, va être un petit peu affolée par la popularité du cinéma. À l'époque, on va créer un bureau de censure des vues animées, comme on les appelle à l'époque, dès le début du 20e siècle. Ce qu'on va faire très souvent, c'est limiter le nombre de films qui sont disponibles. Donc, évidemment, à l'époque, on a seulement les cinémas physiques. Il faut vraiment aller au théâtre voir un film. On ne peut pas juste le louer, on ne peut pas le pirater sur Internet. La portée de la censure a quand même une certaine importance. Puis c'est la même chose avec le théâtre aussi, qui se développe beaucoup, beaucoup à la fin du 19e, début du 20e siècle. On va couper une scène ou on va couper un morceau de dialogue pour que ça soit mieux adapté à la moralité chrétienne là, qu'on veut propager. On va modifier un petit peu les œuvres qui sont disponibles, mais on ne peut pas arrêter le progrès du cinéma, bien sûr, qui permet aussi aux Canadiens français, il faut le noter, de s'intégrer dans une culture de masse beaucoup plus grande. Donc, on a l'impression de faire partie de la même culture que les États-Unis, on a l'impression de faire partie de la même culture que la France, qui sont un petit peu glorifiés là, à l'époque. Donc, on n'est pas contenu simplement à notre petit Québec quand on a accès au cinéma. Un immense merci, Madame Tourangeau. Votre œil d'experte a pu apporter un éclairage professionnel sur un sujet qu'on pourrait penser banal à première vue. Merci à vous! Vous venez d'écouter le 6e épisode du balado du Moulin des Jésuites, Entre nous, l'histoire du Trait-Carré. Vous vous êtes bien amusé? Mais avez-vous vu l'heure? Le bonhomme 7h arrive. Vite, vite! Votre maman vous attend à la maison. À bientôt!